Beaucoup de personnes se posent cette question. Pourquoi il y a tant de différences entre personnes autistes? J'ajouterais ça que ce sous-titre. Et pourquoi donc il faut nous accompagner différemment? Pour commencer, une petite planche qui va souligner cette hétérogénéité qu'on retrouve dans l'autisme et qui va montrer effectivement que les personnes autistes sont plurielles. Donc c'est une maman qui est à la caisse et comme toute personne qui accompagne une personne autiste, elle est obligée de présenter ses excuses parce que son fils a des comportements dits inadaptés. Donc elle dit « Désolé, mon fils est autiste ». La caissière dit « Comme Good Doctor », qui est un personnage de fiction, docteur et autiste. « Comme mon neveu, il ne parle pas ». Comme Sheldon Cooper, qui est un personnage de fiction apparenté à l'autisme. Comme celui que je connais, il est en IME. Non, comme mon fils. Au revoir madame. Au revoir dame. Donc là, on voit que finalement, en tout cas, toutes ces personnes sont apparentées à l'autisme. Il n'est pas question de nier la possibilité de leur diagnostic. Et pour autant, toutes ces personnes ont un parcours, ont un parcours différent, ont des fonctionnements qui peuvent paraître différents. Et pour cela, on va déjà partir des racines de l'autisme. Qu'est-ce que l'autisme alors? Eh bien, selon le DSM-5, on a deux critères. Le trouble de la communication sociale, ça va être tout ce qui va être autour de l'interaction sociale, initier, maintenir une conversation, faire des réponses contingentes comme « et toi », comprendre la communication non verbale, mais aussi toute la partie sociabilité, avoir des amis, maintenir une sociabilité, savoir faire la différence entre amis, inconnus, proches, etc. Un caractère restreint répétitif des comportements, hein, notamment tout ce qui va être flapping et que vous connaissez, mais c'est pas que le flapping, encore une fois, on peut avoir des tas, et c'est aussi ce qui explique cette pluralité, des tas d'autres mouvements complexes des doigts qui n'ont rien à voir avec le flapping en soi, c'est-à-dire pas ce mouvement-là, mais qui peuvent être tout à fait être des comportements aussi qui ont un caractère restreint et répétitif. Et puis bien sûr, les sensibilités inhabituelles aux sensorialités, qui peuvent être aussi une hypo ou une hyperréactivité sensorielle, voire une hypo et une hyperréactivité sensorielle. Et tout ça, bien sûr, doit avoir une existence au plus jeune âge, mais aussi une persistance au moment de l'observation diagnostique. Donc déjà, la première chose, une des premières réponses, ce ne sera pas l'unique, et je ne pourrais pas être exhaustif sur les réponses, mais c'est les troubles associés dans l'autisme. Qu'est-ce que c'est les troubles associés dans l'autisme? C'est tout ce qu'on appelle les comorbidités. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On a souvent le trouble de l'attention avec hyperactivité. Alors selon les études, on pourra avoir de 20 à 70% de personnes qui rencontrent les critères, pas qui sont diagnostiquées. Le trouble oppositionnel, donc c'est tout ce qui va être trouble d'opposition avec provocation. Des troubles anxieux généralisés. Alors là, j'ai pris que les comorbidités, j'ai pas pris les co-occurrences médicales. C'est-à-dire que les comorbidités de type psychiatrique au sens large. La dépression, le trouble des fonctions exécutives, les troubles des apprentissages. Alors aujourd'hui, on dit plus 10, mais enfin, ce qu'on appelle la nébuleuse 10. Le trouble du développement intellectuel, qui est l'autre nom pour la déficience intellectuelle. Et les troubles oppositionnels compulsifs. Et déjà, ça, comme vous voyez, ça a un impact sur l'autisme. Et d'ailleurs, parfois, c'est intéressant d'avoir différents diagnostics pour pouvoir aider la personne. Parfois, au final, connaître les spécificités de la personne vont suffire sans diagnostic. Tout dépend. Moi, je ne suis pas forcément un partisan d'avoir... des fois, je vois des personnes, elles sont autistes, multi-10, TDAH, TOP, HP. Au final, j'ai envie de dire, ok, c'est une liste, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette liste? Tout dépend de ce qu'on va en faire de cette liste. Est-ce que ça va produire un meilleur accompagnement? Et moi, c'est ce qui va engendrer. Est-ce que rajouter un diagnostic produit un meilleur accompagnement? Si oui, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Sinon, ça se discute. Bien entendu, il va y avoir tout ce qui va être autour du genre. Et on va avoir un autisme qui va être différent selon que ça soit
des hommes ou des garçons, ou que ce soit des filles ou des femmes. Bien entendu, il y a aussi tout ce qui va être autour de l'identification de genre, mais que je ne vais pas aborder parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Donc, pour les garçons, les tendances des études montrent qu'il y a une difficulté souvent plus visible, un autisme qui va être différent, qui va être plus marqué, avec une communication souvent plus visiblement en difficulté. On va avoir plutôt dans les sensorialités, souvent plutôt chez les hommes, une hyposensorialité, et chez les femmes plutôt une hypersensorialité. Bien que finalement, je trouve que au niveau des études, c'est soit loin d'être aussi clair que ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que les femmes ou les filles vont avoir plutôt des comorbidités internalisées, c'est-à-dire en rapport à soi. Elles vont avoir plutôt de l'anxiété, de la dépression, du trouble de comportement alimentaire qui vont finalement avoir un impact sur soi et moins sur l'entourage. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi ces comorbidités ne sont pas posées et pourquoi en fait on va moins prendre en compte ces troubles associés qui peuvent avoir un impact très négatif sur ces filles et ces femmes. À la différence, les garçons vont avoir des troubles de comportement, des comorbidités externalisées qui vont être plus visibles. Par exemple, tout ce qui va être trouble de l'attention avec hyperactivité, trouble oppositionnel ou trouble obsessionnel compulsif. Donc des comorbidités qui se voient de l'extérieur, qui vont engendrer des comportements, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, effectivement, comme par exemple, le fait que par exemple je puisse être en retrait socialement n'a jamais posé problème. Parce que finalement, l'homme qui est en retrait social, ça fait partie un peu je sais pas, enfin ça fait partie du caractère qu'on attribue aux hommes. Donc forcément, une femme qui aurait ce caractère pourrait rencontrer deux problématiques supplémentaires, des défis supplémentaires, alors que finalement, donc il y a toute cette partie en éducation genrée qui va impliquer un manque de visibilité chez les filles et chez les femmes. En plus, on va leur exiger d'elles une sociabilité plus importante et les pousser vers cette sociabilité. Ce qui va peut-être permettre au départ une sociabilité meilleure, mais ce qui peut engendrer à terme toutes ces comorbidités internalisées dont on a parlé, l'anxiété, la dépression. Un autre point, et qui peut être vraiment important, qui va expliquer aussi les différences, je viens d'en parler un petit peu, c'est tout ce qui va être autour des hypo-hypersensorialités. Donc là, j'ai pris le quadrant de Dunn, pour ceux qui connaissent. Dans le quadrant de Dunn, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. On peut avoir des hyposensorialités, donc des personnes qui vont avoir besoin d'un seuil neurologique plus haut, des stimulus plus hauts pour pouvoir sentir les sensorialités. On va avoir des hyposensoriels avec recherche sensorielle, c'est-à-dire qu'ils vont agir contre ce seuil, qui vont aller rechercher des sensorialités. On va avoir des personnes qui vont être hypersensibles, qui elles vont être très bas, mais qui vont supporter sans rien dire jusqu'à la surstimulation des sensorialités, avec le risque que ça puisse engendrer vraiment des effondrements, des personnes qui vont être très marquées au bout d'un certain nombre de sensorialités, sans qu'il y ait forcément de signes déclencheurs. Et puis on va avoir des personnes hypersensibles qui vont éviter les sensorialités, qui vont mettre les mains sur les oreilles, qui vont mettre des lunettes, etc. Et qui, elles, vont agir donc contre leur seuil neurologique. Une autre réponse pourrait être... Alors, avant de rentrer, je voudrais juste revenir sur ça. Bien sûr, ça montre aussi qu'on ne peut pas mettre un casque anti-bruit à toutes les personnes autistes. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'a de sens, déjà, que si la personne est hypersensible au bruit. Ça n'a de sens que si elle a des problèmes par rapport à des distractibilités liées au bruit. Donc c'est aussi en comprenant le profil de la personne autiste que vous accompagnez ou avec qui vous vivez, que vous pourrez l'accompagner au mieux. C'est très important, et je dis toujours, il faut être un détective du fonctionnement, il faut être un détective, parce que, par exemple, et donc je vais prendre le cas de la communication, une personne peut avoir ce qu'on appelle les comportements problèmes, mais imaginez-vous si vous ne pouvez pas demander, à manger oralement, que vous pouvez pas pointer, qu'on ne vous a pas aidé à développer le pointage,
que vous n'avez pas de langage associé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper sur la table, comme je viens de faire, ou taper dans le frigo, pour pouvoir avoir à manger. Et là, quelqu'un va passer et va dire, Monsieur Pia, il a des gros troubles du comportement. Alors qu'en fait, au sein de mon comportement est tout à fait logique avec mes besoins. Simplement, il n'est pas normé. Mais en tout cas, taper sur le frigo si j'obtiens à manger, c'est peut-être un bon moyen pour moi de demander à manger, puisque j'en ai pas d'autres et que je ne sais et que personne m'en propose d'autres. Donc cette communication va aussi avoir une forte influence sur l'hétérogénéité des personnes autistes. Bien sûr, une personne autiste qui ne parle pas, elle sera relativement très différente de moi, évidemment. Parce que on va avoir du mal à avoir des spécificités communes avec moi. Alors, au niveau de la communication, on va rencontrer des écolalies qui peuvent être présentes et qui peuvent être absentes avec l'âge, avec le fonctionnement, avec le fait aussi d'avoir rencontré beaucoup entre guillemets, de punitions sociales à faire de l'écolalie, et du coup, la personne abandonne parce qu'elle sent que à chaque fois qu'elle fait ça, elle est exclue socialement. Sachant que l'écolalie peut participer au développement du langage. Donc voilà, l'écolalie, bonjour, aimes-tu les voitures? Bonjour, aimes-tu les voitures? Bonjour, aimes-tu les voitures? Voilà, l'écolalie peut être immédiate, différée, elle peut avoir plein de fonctions. Elle peut être une demande d'attention, elle peut être un échappement à l'exercice. Donc il faut toujours évaluer le fonctionnement la fonction du comportement. Et sur cela, je vous renvoie à ma première vidéo, comment accompagner les comportements. Le manque d'implicite. Allô, ta maman est là? Oui, maman est là. Au revoir, monsieur. Tout à fait, un manque d'implicite assez évident qu'on retrouve énormément dans l'autisme et qui peut expliquer bien des difficultés et qui peut plus ou moins se compenser à force d'exposition sociale. On verra aussi que ça aussi, c'est un point important. Et puis, pardon, excusez-moi. Donc, il pleut des cordes. Non, maman, c'est pas des cordes, c'est de l'eau. Le fait d'être exposé très régulièrement à ces expressions idiomatiques, enfin ces expressions toutes faites, imagées, va permettre à la personne de pouvoir mieux les comprendre. Je le dis assez souvent. Heureusement que j'ose pas demander à un magasin, que j'ose pas demander les choses, parce que sinon, à un magasin de bricolage, j'aurais demandé s'ils avaient de l'huile de coude. Donc voilà. On peut aussi voir, au sein des habiletés sociales, deux types. Et finalement, ces deux types, on les retrouve un peu partout dans l'autisme. Ce qu'on appelle le trop peu ou le trop. C'est-à-dire des personnes qui vont être soit très en retrait, qui vont manquer beaucoup d'affirmation de soi, qui vont être peu motivées socialement, mais qui vont plutôt passer inaperçues puisqu'elles ne sont pas dérangeantes pour autrui. Moi, c'était un peu mon cas. Et la faiblesse de s'affirmer, elle m'a beaucoup coûté au fil de ma vie. Et puis on va avoir des personnes à l'inverse qui vont au contraire être beaucoup plus volubiles, ou qui vont attirer l'attention avec excès, qui vont être parfois très rigides, mais rigides aussi au niveau du langage, qu'on pourrait qualifier par exemple, qui peuvent sembler tyranniques, ou qui vont effectivement être très volubiles. Par exemple, on dit que les intérêts spécifiques peuvent être très envahissants, mais il y a des personnes que je connais qui ont tout à fait un intérêt spécifique et pourtant qui n'en parlent pas. Et d'autres, au contraire, qui ont un intérêt spécifique et qui vont être intarissables sur ce sujet. Moi, par exemple. Et puis, un point, je dirais que c'est aussi un point important, c'est le manque d'exposition sociale. Alors, pourquoi je prends cette image? Alors, c'est le docteur Éluard qui travaille notamment sur la vie affective et sexuelle chez les personnes autistes, qui montrait ça et qui disait, on a demandé à des enfants de 4 ans, qu'est-ce que vous voyez? Et les enfants de 4 ans ont vu 9 dauphins, je crois, je me trompe pas, oui, 9 dauphins. Parce qu'ils n'étaient pas exposés à ce type d'image. Et je suis sûr que vous, si vous êtes adulte, vous avez vu un autre type d'image. Mais ce qui montre aussi, et c'est une des problématiques chez les personnes autistes, c'est que souvent, voilà, on a un mimétisme qui est moins fort, peut-être aussi une envie d'imiter qui est moins forte, aussi, il faut dire la vérité. Mais du coup, moins on est exposé socialement, et moins on est
efficace dans la communication, ce qui est normal. Ce que je vous disais sur l'huile de coude, finalement, l'huile de coude, à la base, celui qui entend pour la première fois l'expression, il va penser que c'est peut-être une huile spéciale. Surtout si on lui dit comment on récupère ce mur, il faut faire avec de l'huile de coude. Il se dit oui, c'est peut-être de l'huile, je sais pas moi, comme de l'huile de lin, etc. Mais le truc, c'est qu'il va en avoir tellement de fois être exposé que la gaffe qu'il aura faite la première fois, il ne la refera plus. Il y a aussi une réponse au comportement. Par exemple, imaginons, comme je vous disais, si je veux attirer l'attention, je ne sais pas trop comment faire. Au bout d'un moment, j'essaie des comportements et à un moment, je casse un verre par terre, par exemple. Et je vois que les personnes me regardent et qu'enfin, dans cette structure où j'ai l'impression de ne pas exister, où personne ne s'occupe de moi, quand je jette un verre par terre, on vient vers moi. Et donc, c'est les réponses de l'entourage au comportement qui vont les maintenir. Et puis, bien sûr, un dernier point, notre caractère. Alors, effectivement, il peut être intrinsèquement lié à notre diagnostic, qui a induit souvent un parcours de harcèlement, etc., donc des expériences sociales. Mais aussi, il est lié à ce que nous sommes. Et voilà, moi je vais pas dire que je m'entends avec toutes les personnes autistes, ça serait ridicule. Et je vois d'ailleurs pas pourquoi, parce qu'on partage une même condition, on devrait obligatoirement s'entendre. Est-ce qu'on demande à toutes les personnes neurotypiques de s'entendre ou d'avoir le même avis sur un sujet? Voilà, moi je sais que par exemple j'ai des avis sur des sujets, sur le comportemental par exemple, que peu de personnes autistes, en tout cas, déclarent sur internet. Mais moi ça me gêne pas, je veux dire, chacun doit avoir son avis. Et je vois pas pourquoi je devrais me plier à un avis majoritaire lié de personnes qui ont le même diagnostic que moi. Donc, et puis bien sûr, voilà, donc notre environnement, notre génétique, nos parcours sociaux. Tout ça pour dire quoi en fait? Finalement, que les personnes autistes ne sont... Alors, il n'y a pas autant d'autistes que d'autistes. Moi, je n'aime pas du tout cette expression. On a une unité. C'est les comportements restreints répétitifs, le caractère restreint et répétitif des comportements, la communication sociale. Mais pour autant, au sein de ce diagnostic, il y a des personnes tout à fait différentes en fonction de leur vécu, en fonction de leur fonctionnement, qui varient selon qu'elles sont hyposensorielles, hypersensorielles, selon les expériences sociales, selon les comportements, selon leur communication, selon leur comorbidité, voire leur co-occurrence médicale. Voilà pourquoi, effectivement, il n'y a pas autant d'autistes que d'autistes, mais qu'il est important déjà de ne pas remettre en cause le diagnostic. Et j'ajouterai un troisième point, que quand on travaille avec une personne autiste, on doit travailler en fonction de cette personne autiste, et pas de l'autisme en général. Et donc, il va falloir trouver des solutions co-construites avec elle, idéalement, ou en tout cas, adaptées à son fonctionnement. Merci de m'avoir écouté.